All the time I live in my mind. All the time I live in a lie. I am prisoner of my brain. I'm locked in. On avait déjà eu un débordement au niveau de la laiterie le 8 juillet. Et puis alors le 13 au soir, de nouveau, rebelote sur Ruisseau là, qui se met en préalerte. À 8h du matin, on n'avait toujours pas dormi. Je suis parti faire un tour, moi, dans la vallée. Et là, on a compris que le niveau de l'eau ne redescendrait pas de sitôt et que la catastrophe arrivait. Nous habitons dans l'avenue Grisard et c'est vrai que c'était un endroit probablement particulier puisque la Vesdre coule au fond de notre jardin d'un côté. Le niveau montait et le courant nous paraissait particulièrement violent. Donc on est rentré à la maison, on a fait, suivant nos habitudes, les premières mesures à prendre. Et puis on s'est quand même dit, l'eau n'est jamais montée dans la maison, mais bien dans les caves. On va quand même surélever des choses au cas où, mais on était quand même assez incrédules. On n'imaginait pas l'eau atteindre le rez-de-chaussée. Malgré avoir eu des sonnettes d'alarme de la part de la commune, on ne pensait pas du tout que l'eau allait monter jusque chez nous, en fait, comme on n'habite pas au bord de l'eau. On n'a pas su réagir de suite, en fait, trop surpris par l'ampleur. On a déjà vécu des inondations à la chocolaterie, mais quelques centimètres. Et là, en fait, l'eau rentre, on a colmaté, on a mis des sacs de sable, comme on a déjà fait par le passé. Mais l'eau entre de la chocolaterie à une vitesse plutôt vertigineuse. Et quand mes collègues quittent le site, l'atelier, ils ont déjà de l'eau jusqu'au-dessus des genoux. Petit à petit, alors, on a vu l'eau qui montait, qui arrivait sur la route et qui, dans la maison au rez-de-chaussée, passait à travers les lames du plancher. On s'est réfugié au premier étage. On a juste monté 2-3 choses qui nous paraissaient plus importantes, dont tous nos documents officiels et heureusement, parce qu'on en a eu besoin pour les assurances et autres. Puis commencent à venir des vidéos que des gens m'envoient, sachant que j'étais à l'étranger, où je vois la rue Général Jacques, je vois les voitures de chez Vanouille qui sont emportées par le courant, on voit le gravier, les arbres sous eau, notre façade aussi. On était en vacances à ce moment-là, justement, on était à la mer. C'est assez étonnant d'ailleurs comment ça se passe. J'allume la télévision, je vois quelqu'un qui parle, je reconnais ma rue et je vois ma voiture qui flotte derrière lui. Et c'est comme ça que je découvre les inondations. À la mer du Nord, dans un appartement. Sur 1 heure de temps, il y avait presque 1 mètre d'eau dans la rue Général Jacques. Donc je n'ai plus eu accès à la pharmacie à ce moment-là. Donc je ne savais absolument pas ce qui se passait. On est de l'autre côté de l'eau, donc on ne sait pas revenir à la nage, ça c'est tout à fait impossible. Et on se demande ce qu'on va retrouver le lendemain. Je suis resté coincé ici pendant tout 48 heures plus ou moins, je ne sais plus exactement. Et donc très vite ici on s'est retrouvé donc, avec des habitants des maisons aux alentours, donc des familles avec des enfants. En fait on est resté en tout avec une quinzaine de personnes. La situation du bâtiment fait qu'en fait on voit quasiment à 360 sur la vallée et donc c'est d'autant plus angoissant dans le sens où on voit tout ce qui passe, que ce soit des véhicules, le contenu des maisons, etc. qui se vidaient. Donc voilà, ça c'était quand même assez impressionnant et assez angoissant finalement. Je me renseigne de ce qui se passe en bas à Chaudfontaine et je reçois un coup de fil de la commune. Comme je grimpe un peu dans les arbres, il y aurait peut-être des gens qui seraient attachés dans les arbres, qui se seraient accrochés. Il faudrait peut-être aller voir avec des cordes dans les bois. Et là, je me retrouve effectivement dans le dos de Soursorama avec un décor forcément d'apocalypse. Je me souviens, il fait même chaud, il fait humide, il fait torride, mais il y a cette eau là en bas, terrible. Et tu vois des gens aux fenêtres, des gens qui crient pas, des gens bien dans leur peau avec leurs chiens tranquilles. Et effectivement, forcément, la vision est catastrophique. On a contacté des sociétés comme Big Mat et autres pour nous prêter du sable et faire un maximum. Ils ont déposé des sacs à gauche, à droite. Les camions nous tournaient comme on pouvait parce que les voies n'étaient déjà plus praticables à cette heure-là. On a dû subir ce flux d'eau énorme, ce nombre de milliers de litres qui passaient à la seconde devant nous. Les cris des gens appelés à l'aide.
Donc voilà, donc c'est ici, là, donc les habitants de Neenan ils sont descendus en fait par les bois de ce côté-ci. Là, ici, tel qu'on est actuellement, c'est facile de communiquer parce qu'il n'y a pas de bruit, on pourrait tout à fait parler sans problème. Là, c'était beaucoup plus compliqué. Quand ils sont descendus, ils ont tiré une flèche en fait depuis le monument ici, depuis les belles fontaines. Donc ils se sont mis vraiment juste au-dessus là. Et donc on a tendu vraiment cette ligne entre les deux côtés. Et c'est par là qu'ils nous ont ravitaillés. Le musée de l'eau, on n'a rien su sauver puisqu'en fait c'était énormément de matériel informatique. Mais par contre au niveau du musée de l'art, là en fait on avait plus ou moins à savoir 150 œuvres d'art, donc que ce soit des tableaux, statues, etc. Et ça en fait on a pu sauver l'intégralité de la collection. Ce qui a été très difficile, c'est que je suis aide familiale dans la région. Je ne peux pas rester chez moi et savoir qu'il y a des gens qui meurent et ne rien faire. Mais comme j'étais enceinte, lui avait peur que... Parce qu'on avait l'eau quand même au-dessus de la ceinture. Lui est parti secourir alors toutes sortes de personnes, porter un monsieur avec sa bonbonne, secourir des enfants, jusqu'à ce qu'il ait l'eau vraiment au-dessus du torse. Le courant était tel qu'il faisait un bruit, on entendait tous les meubles, le frigo américain qui tombe sur l'îlot central dans la cuisine, enfin bon, tous les meubles qui tombent, mais aussi des bruits de l'extérieur, les voitures qui se font emporter par le courant, qui viennent frapper sur les façades, sur les poteaux électriques, donc ça effraie un peu. Des arbres qui se déracinent, ça c'est un bruit qui est assez effrayant à entendre aussi. Et de là, on voit un monsieur au milieu d'une cour d'école, très loin, très loin, ce monsieur qui est sur un muret. 112, c'est les pompiers ambulances. Et on décide d'aller dans l'eau, le chercher avec une corde. Donc il y en a un, plus courageux que nous, qui s'équipe, il avait déjà tout prévu, lui, il avait une petite combi en néoprène, là, son petit casque, tranquille, et il descend le long d'une corde ridicule, une corde que moi j'utilise à 18 € dans le magasin de Brico, et à un moment donné, la corde est trop courte, forcément, il se décroche, et il longe une clôture, et puis pour finir, il ramène ce monsieur avec la suite qu'on connaît, on l'a ramené sur la berge. Attention. Voilà, ça va. Doucement. Et Pierre, ça va? Pierre! Il était gris, donc effectivement, après on déconne de se dire il était -1, mais effectivement, je crois qu'il était -1. Ce mec avait une mine pas comme nous si on reste à la piscine un peu trop longtemps. On l'a ramené au centre de crise à l'espace Beaufailly. Là, forcément, il était très bien pris en soin par plein de gens. Et ça fait des belles rencontres et des belles soudures d'amitié avec plein de personnes là-bas, vraiment. Et quelque part, je crois que tous les gens qui sont passés par ce sorte de crise, ils voient peut-être la vie maintenant différemment aussi, de se dire, tout compte fait, il y a une belle solidarité qui peut s'installer lors de moments comme celui-là, en tout cas. On sentait le fond des eaux qui ont été remuées, et puis on voyait beaucoup de choses flotter. C'est l'odeur de la catastrophe. T'as l'odeur de ce mazout qu'il y avait partout, t'as tout dégueulasse, cette boue de merde, cette odeur, tu ne l'oublieras jamais, l'odeur, c'est incroyable. À ce moment-là, on est en attente de nouvelles. On vit alors assez mal un sentiment d'abandon. Parce que le problème aussi, c'est que n'ayant plus d'électricité, on ne sait plus recharger les GSM, donc on les économise au maximum. On ne sait pas les dormir parce qu'on ne sait pas, est-ce que des bateaux vont venir, est-ce que des camions, des engins de chantier, comment vont-ils s'annoncer? Oui, mais si on dort, donc tout ça est très compliqué à gérer. Il y a des ouvriers qui ont été chercher des personnes avec les bateaux des pompiers parce que les pompiers ne connaissaient pas les rues. Donc on a placé des hommes, des ouvriers avec gilet de sauvetage avec les pompiers tant que le niveau était acceptable pour les bateaux. Nous avons commencé à se dire il faut qu'on soit prêt pour la décrue. On était prêts. On attendait que juste c'était le feu vert des pompiers pour nous dire voilà, on vient de passer en dessous du mètre de niveau d'eau sur la grande route à Chaudfontaine, sur l'avenue des Thermes. Et on n'attendait plus que ça.
Et une fois que les camions de l'armée nous ont pris en charge, d'abord on a retrouvé nos voisins, on a pu demander des nouvelles de l'un, de l'autre, donc c'était assez rassurant dans la plupart des cas. On nous a déposés donc à l'entrée de Chaudfontaine, au pied du fond des cris, et là nos enfants sont venus nous chercher. Et là, je suis devant l'école avec Vincent, un instituteur, un collègue, et on se dit, il faut y aller, il faut entrer. Là, l'école était fermée, personne n'était encore rentré, et donc du coup, on a poussé la porte, qu'on n'arrivait déjà pas à ouvrir tellement il y avait de la boue, etc. Et là, la cata, quoi. La cata, on découvre une école, mais comme si on avait mis une bombe dedans. Tout était retourné, il y avait 15 cm de boue partout. Tout est sans dessous dans la chocolaterie, les productions des derniers jours, les matières premières qui étaient rangées dans notre stock. Il y a même un mur de la chocolaterie qui est complètement détruit. L'eau est entrée et puis est complètement ressortie en détruisant. On a également un local sur le parking, un local conteneur qui a également été déplacé avec la force de l'eau. Une fois que nous avons pu alors accéder à la maison, ben là, voilà, on constate qu'il n'y a plus rien, que tout est sans dessus-dessous, que le garage s'est effondré, que l'abri de jardin, les balançoires des enfants sont partis. Donc en fait, par rapport à la toise des enfants, on sait que l'eau a atteint plus de 2 mètres de haut, puisqu'elle arrivait ici pratiquement à hauteur du sous-plafond. On aurait dit qu'on avait mis la maison dans un shaker avec du chocolat, qu'on l'avait secoué et puis paf, qu'on l'avait laissé tel quel. Il y avait de la boue absolument partout. Je pense que la ligne alors qu'on est déjà surélevé du trottoir, la ligne d'eau, elle arrivait à ma tête, quoi. Quand on entrait dans la pharmacie, il n'y avait plus de meubles. Il y avait juste un tas de gravats au milieu parce que vraisemblablement, il y a eu un tourbillon dans la pharmacie. Ça rentrait par la gauche, ça sortait par la droite. Et il y avait vraiment un tourbillon. Je n'ai rien pu récupérer, rien du tout. C'était 100% de perte. Quand je suis arrivé, déjà, la terrasse était jonchée de détritus. Le jardin, c'était un Alibaba. C'était incroyable, il y avait de tout. Puis alors, je voyais bien par les vitres que c'était le boxon à l'intérieur. Hein. Il y avait un divan d'ailleurs qui obstruait la porte d'entrée. On a dû pousser très fort pour pouvoir entrer dans la maison. Et puis quand j'ai vu le carnage, si j'avais pas eu les 2 personnes avec moi, je crois que je me serais assis par terre et j'aurais pleuré. C'est bête, mais les photos quand elle était petite, ça c'était le plus précieux pour moi en fait, les souvenirs. Voilà, je me disais, je pense aux personnes âgées qui ont les photos de toute une vie et qui ont parfois perdu leur partenaire. En n'étant pas là, on n'a rien su sauver. Tout est parti. Plus une photo, plus un papier, on s'est retrouvé à nu. On peut dire comme ça, à nu. Ouais, ouais. Perdre les photos, c'est quelque chose, c'est pas un objet, c'est un moment dans le temps qui perd. Je crois qu'il y a 200 personnes qui ont dû passer dans ma voiture, avec des hamsters, des chats, des chiens, des gens, n'importe quoi, des pieds nus. Tout est parti sur le trottoir. Ouais, c'était très impressionnant de voir un petit vieux avec son chat sur les genoux. Voilà, c'est tout ce qu'il avait. Et c'était une page pas terrible. Ouais, c'était pas bien. Quand il pleuvait, certains enfants pleuraient, avaient peur, avaient vraiment peur que l'école soit inondée, que quand ils reviennent à la maison, il y ait plein d'eau dans la maison. Il y a des choses que je pense que personne n'oubliera. Moi, personnellement, chaque fois qu'il pleut, pour le moment, on a toujours peu de stress. On se dit, j'espère ne jamais revivre cette situation de chaos. Nous, on a essayé de gérer un peu ce qui nous avait traumatisés à la suite des événements et on n'est pas resté fixé sur la possibilité de revivre ce genre de choses. Alors je pense que, comme tout sinistré, on s'est posé la question à savoir, est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on s'en va ? On ne veut plus vivre ce genre de tragédie. Je me suis dit qu'on avait quand même de la chance d'être en vie par rapport aux autres personnes. C'est assez compliqué à gérer et par ailleurs, tout de suite, on a l'aide d'une série de bénévoles
qui viennent tout de suite faire contrepoids dans ce constat. Let it go, let it go, go out, girl, go out. Que ce soit les collègues qui ont proposé de prendre le linge en charge, qui sont venus m'apporter de l'eau, du café, des amis qui sont fort tracassés pour nous, alors que parfois ils étaient eux-mêmes en difficulté. Tous les jours, je descendais le matin, je ne savais pas qui j'allais retrouver, mais il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un et ce n'était pas une ou deux personnes, c'était toujours une trentaine de personnes tous les matins qui étaient là et qui me disaient « Allez, madame la directrice, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On jette ça, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, je me dis « Waouh, alors là, je ne peux plus pleurer, c'est terminé. » C'est vrai qu'on a eu des coups de main extraordinaires, des gens que je ne m'attendais pas du tout, des anciens amis, des connaissances, les voisins, des gens qui arrivaient tout le temps. Oui, même des gens de qui on n'est pas forcément proche et puis qui nous sonnent, ou même des cousins, mais que je vois pas forcément, et qui viennent avec des raclettes. On a même eu des gens qui n'avaient rien à voir, ni avec la famille, ni avec le quartier, rien du tout, qui avaient organisé des groupes pour aider les sinistrés. Ça, c'était incroyable, incroyable. Je travaillais de nuit, en fait, à ce moment-là. Et la journée, je venais travailler sur le terrain et je dispatchais des dizaines d'équipes de bénévoles. Sur les 3 premiers mois, je pense que approximativement sur une semaine, je travaillais 160 heures. D'un côté, il y a des parrains et des marraines qui sont dévoués pour être le relais auprès des collègues, pour tous les besoins qu'ils pouvaient avoir, de se remeubler, de prendre une douche. Et puis, il y avait également la solidarité pour nettoyer, déblayer la chocolaterie. Et moi, avec ma prothèse, parce que j'ai une prothèse à la jambe droite, je me sentais beaucoup plus à l'aise à être calée dans la boue. Et donc, du coup, j'allais souvent avec les pompiers dans les caves et je restais les journées entières à enlever les tonnes de boue pendant que les autres sortaient avec les seaux. C'est vrai, ça m'a fait du bien de voir qu'on peut aider son prochain même si on ne le connaît pas. Bien sûr, il y avait une série de personnes que nous connaissions, des amis de nos enfants qui sont venus directement, mais aussi des gens qu'on ne connaissait pas, qui sont arrivés de Flandre. On était gagnés par l'émotion chaque fois qu'on voyait ça, parce que on se dit mais quel élan de générosité. Et encore au jour d'aujourd'hui, quand on se pose la question, si on apprenait qu'il y a des inondations à Gand, à Bruges, est-ce que nous, on aurait le courage et la générosité de prendre la voiture et d'aller aider? En tout cas, ça nous a donné une sérieuse leçon auquel on pense encore aujourd'hui. Et petit à petit, j'ai dirigé des équipes de pompiers, de police, de Gand, tous ces Flamands qu'il ne faut jamais oublier parce que ce sont des secouristes qui ont décidé, en dehors de leur boulot de base, de venir aider et qu'on n'est pas nécessairement toujours au courant. On a eu des communes qui venaient de Poperingue, tout près de Bruges. On a eu des gens de Tournai qui ont été envoyés par le gouvernement, des entreprises qui sont arrivées avec du matériel lourd. Donc pendant le mois où on n'a pas eu de pharmacie, on a fait une pharma mobile. Pharmacie sac à dos à domicile. Et donc tous les matins, je recevais les gens par téléphone, je prenais mon petit sac à dos et j'allais faire le tour des quartiers pour voir si les gens avaient besoin d'aide. Et finalement, j'ai rapporté non seulement des médicaments, mais aussi du pain, du fromage. Et finalement, j'ai ramené plein de choses à tout le monde. Très vite, on est confronté aussi à un autre sentiment qui est celui de la légitimité. Donc on sait qu'on a de l'aide et qu'on peut profiter d'aide de structures, de la Croix-Rouge, de l'armée, de la commune qui se trouve ici à Soursorama, ne fût-ce que pour manger, puisqu'il n'était plus possible ni de faire des courses, ni de se faire à manger. Et c'est vrai que quand l'armée a pris les choses en charge, c'était vraiment exceptionnel. Aussi, c'était toujours encore un autre palier différent, c'était de rentrer dans les maisons, déposer des plats gentiment cuisinés par les pompiers ou par d'autres, par la Croix-Rouge, par les militaires. Et là, tu rentrais dans les maisons, effectivement, c'était... Je ne saurais pas, même le papier au mur, il était parti, tout le monde le sait bien. Tu leur déposais, ça ira, vous avez des couverts? Ah non, non, j'ai plus de couverts, non, non. Ah, il n'y a plus de couverts. Ah non, non, ah ouais, t'as raison, il n'y a plus de couverts. Il y a un hangar ici à côté, donc c'est le voisin qui l'a laissé ouvert et qui a donné l'opportunité, voilà, à la Croix-Rouge. Et ils ont fait comme une espèce de magasin.
Donc dentifrice, tout ce qui était pour la salle de bain, de l'eau. Et ils ont vraiment laissé un gros stock, quoi. Et on pouvait aller se servir comme si on était dans un petit magasin. Et en plus, on se retrouvait là, entre personnes sinistrées qui avaient vécu les mêmes événements et qui pouvaient partager. Ça, je pense que ça a été une aide qui a été vraiment très, très appréciée par beaucoup de Calidifontins également. On ne sait pas forcément les aides qui sont faites parce que je travaillais, j'étais propriétaire, donc je m'attendais à ce qu'on m'envoie bouler. Et en même temps, je ne demandais pas de l'argent, je demandais juste peut-être de reconnaître qu'on était en difficulté de ce moment-là à ce moment-là, parce que tout notre argent passait à survivre. Donc on a eu la chance d'être aidé par la commune, qui a mis en place un village, qui font un peu penser à des résidences de vacances. Surtout par rapport à ma fille, moi je culpabilisais beaucoup. Parce qu'en disant non, je reste, je l'obligeais à rester aussi. Et en même temps, quand je cherchais une solution, j'étais vite dépassée parce qu'il n'y en avait pas. Donc la commune nous a beaucoup aidés pour ça. Hein. Quand on a eu un chalet, d'avoir un endroit à l'abri de la pluie, en fait, à l'abri de l'humidité, où on peut se prendre une douche chaude, un lit, douillet. Et moi, tout de suite, mon souhait, c'était de ne pas délocaliser, de ne pas séparer les enfants, de ne pas séparer mes enseignants. Ça, c'était vraiment l'objectif primordial. C'était vraiment de garder cette école au milieu du village, avec beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Les préfabriqués sont quand même arrivés donc le 29 août. Pour rentrer le 1er septembre. 16 préfabriqués qui sont arrivés pour les classes maternelles et les classes qui étaient au rez-de-chaussée dans l'école. Et on a pu organiser une rentrée des classes le 1er septembre. Tout était prêt avec un travail acharné des enseignants évidemment, puisqu'on a préparé les classes en 3 jours pour que tout soit prêt. Donc il y a une super belle solidarité du côté des confrères qui ont mis leur ligne de production à disposition. Et on est allé temporairement avec les collègues produire en Flandre, du côté du Luxembourg et du côté de Namur aussi. On a décidé de monter une ASBL finalement parce qu'à petit à petit on avait des entreprises comme Orange, PNB Paribas, Lace, PwC qui nous ont beaucoup soutenus et qui ont permis que tout cela fonctionne avec notre petite association. Et après parfois, comme c'est arrivé ici, j'avais des bénévoles qui venaient de très loin ou qui voulaient rester plusieurs jours. Des personnes comme Sylvie qui ont permis d'accueillir des bénévoles comme ça, mais dans l'ombre. Ils sont venus de Courtrai et je les ai logés à la maison pendant 2 jours. Ils sont restés 2 nuits à la maison. J'ai aidé comme je pouvais aussi. Ce n'est pas les personnes les plus fortes qui étaient là finalement, c'était parfois des personnes les plus faibles, parfois les personnes comme Sylvie avec des moyens très très petits, mais qui essayaient de donner le meilleur. Puis la Croix-Rouge s'est mise en place à l'église, où ils ont mis en place aussi un système de médecine pour les gens qui en avaient besoin. Et là, j'ai fait une sorte de, oui, on peut dire une collaboration avec les médecins pour pouvoir délivrer les médicaments dont ils avaient besoin. Et je dois dire que c'est une expérience positive à plusieurs niveaux. D'abord, on a pu assurer le soin des personnes, donc ça, c'était super. Mais surtout voir où habitent les gens. On va leur reporter des médicaments le soir parce que je passe devant en retournant à la maison, mon collègue aussi. Enfin, voilà, c'est un autre contact. Et maintenant, on a vraiment un très très bon contact avec nos patients. Et donc là, on a pu réouvrir une pharmacie, je veux dire entre guillemets, container. Ça suffisait amplement et d'ailleurs, on a retrouvé quasi la totalité de notre clientèle sur moins d'1 année. Heureusement, on a eu des personnes spécialistes pour faire des dessins en graffiti. Ça a un peu remis du peps, on va dire, dans la rue et c'était enfin chouette de voir toutes ces couleurs que avant on voyait que des crasses partout et que là on voyait des crasses mais aussi des couleurs et ça je trouvais ça chouette. La reconstruction n'est pas facile. Je pense que nous, point de vue communal, on avance bien.
Petit à petit, tout se remet l'un dans l'autre. Maintenant, voilà, il y a encore des gros bâtiments qui doivent encore être repris. Chacun a réagi de manière totalement différente face à l'inondation et face au dédommagement, aux assurances, aux travaux. Tout le monde a choisi un chemin différent. Si on commence nous-mêmes, allez, on prend notre courage à deux mains, on y va, on verra bien jusqu'où on ira. Là, on est vraiment en pleine phase de reconstruction de l'école. Donc, le projet futur, évidemment, c'est que cette école, on l'a repensée complètement différemment. Et donc là, on profite vraiment de cette mise à nu pour la remettre déjà aux normes niveau énergétique. Donc ça, finalement, c'est pas plus mal. Mais je suis sûre que ça, on va vers un mieux. Ça, c'est certain. Toutes les difficultés, les prix des matériaux comme tellement au niveau des assurances et des experts, le temps passait, les jours, les semaines, aucune nouvelle. 2-3 jours après, j'étais contacté par un bureau d'expertise et on m'envoyait un expert le 4 décembre. Quelqu'un de bien, heureusement, de compréhensif et d'humain. Donc l'évaluation des dégâts a été correctement faite. Et la semaine après, j'avais l'argent sur mon compte. Donc à ce niveau-là, j'ai eu de la chance. Les démarches administratives, c'est interminable, on chipote sur absolument tout. On doit, comme elle dit, on doit remplir des dossiers qui ne sont pas forcément acceptés. On doit recommencer, ça n'est pas exactement ce qu'il voulait. Il faut prendre une photo avec la recherche de ce que ça a coûté, ce que ça représente. Ah oui, il fallait en plus calculer l'usure parce qu'on ne rembourse pas neuf. Donc l'année à laquelle on l'a acheté, si possible, avoir les factures. Faire ça pour chaque objet de votre maison. En octobre, il y a déjà une première partie de la chocolaterie qui est réhabilitée pour accueillir l'emballage. On prend aussi la décision de réhabiliter une ligne de production qui est la ligne historique sur laquelle on fabrique nos bâtons. En mars, le miracle opère puisque la ligne redémarre. Le même mois de mars, on rouvre la boutique de Vaux-sous-Chèvremont où les clients sont bien sûr au rendez-vous. Et puis en juin, là, toute la chocolaterie retourne sur le site de Vaux-sous-Chèvremont. Donc ici, voilà, la nouvelle pharmacie. On a profité de l'occasion pour faire un petit coin confidentialité, justement pour avoir des relations privilégiées avec les patients sur des sujets un petit peu plus difficiles, ou pour la vaccination, pour les tests Covid, les tests diabète et tout ça. Et quand on a eu de quoi pouvoir avancer dans la maison, on a profité pour faire des changements à la maison, comme il y avait eu des murs démolis ou le jardin démoli, on n'est pas obligé de refaire. Donc non, c'est vrai qu'on a pu revoir les choses autrement. En fait, on est encore mieux maintenant. Et on sera encore mieux quand ce sera fini. Nous avons eu de la chance et on en est conscient par rapport à pas mal de personnes. Tout s'est relativement bien passé en termes d'expertise, de travaux, etc. Là maintenant, tout le plus gros est terminé. On s'attaque aux extérieurs, donc c'est bon signe. Toujours aujourd'hui, on est en phase de reconstruction. On a créé des kiosques. Pour le moment, on est en train de refaire justement un kiosque sur Chaudfontaine là, pour essayer d'avoir des lieux de rassemblement, pour essayer de redynamiser la vallée et de reconstruire, pas à l'identique, parce qu'il y aura toujours une trace. Vous regardez chaque bâtiment, il a une trace quand même de cette inondation. Voilà presque un an qu'on y est revenu. On se réapproprie les lieux, on recommence à en faire un milieu de vie agréable. Donc ça reste maintenant dans nos souvenirs. Et on a tourné une page, il le faut. Il le faut tourner une page, mais en même temps en profiter pour remercier toutes les personnes qui nous sont venues en aide. Je donne ma peau pour qu'elle s'étende et t'englobe toi aussi. Je te donne tout mon amour pour le ressentir aussi. Que nos corps qui ne faisaient qu'un, quand nos os s'entremêlaient, nous étions gouttes dans l'océan et on fluait. Que nos corps, que notre âme se retrouvent à tout jamais, puisque t'es moi et moi. Quand on regarde maintenant, 2 ans après, dans le rétroviseur, se dire waouh, tout ce qu'on a accompli. Et puis sentir le village aussi qui reprend vie. Nous, on le sent à travers la boutique. De voir voilà, la rue qui se repeuple, ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. C'est vrai que ça a été choquant de voir ce qu'on a vu. Mais bon, on l'a fait, on est là, c'est fait. Donc le positif, il est là. Moi, je dirais une chose. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et ça, c'est une vérité absolue. Parce que ça a été vraiment très dur. Je dis, voilà, rien que d'en parler, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Ça a été extrêmement difficile de voir les gens dans cet état-là. On a retrouvé des valeurs qui, pour moi, n'existaient plus. Chaque fois que je croise des gens qui sont venus bénévolement, on s'envoie régulièrement des photos. Ah ben voilà, on est en train de reconstruire ça, on reconstruit ça.
Et on a créé des liens qui, je pensais ne jamais avoir avec des personnes d'aussi loin. C'est des gens que j'aurais jamais rencontrés peut-être avant les inondations. Je connaissais rien de Liège. Et aujourd'hui, chaque coin de rue ou de village porte une histoire, porte des sourires, de l'espoir. Et ça, c'est quelque chose qui finalement, dans le pire, on a ressorti tous ensemble quelque chose de positif. C'est un événement très difficile sur le moment qui nous a changé, parce que je vous dis, c'est incroyable d'apprécier autant sa maison alors qu'elle n'a rien de particulier. Mais c'est extraordinaire. On aime tellement être chez nous, on aime tellement être avec nos enfants. Heureusement, encore une fois, il y a la commune de Chaudfontaine qui a mis ses chalets. Du coup, j'ai pu fêter mon anniversaire ici, et c'était quand même mieux que de fêter mon anniversaire avec les murs déchirés. Ici, ici c'est très joli et c'était beaucoup mieux. Il y a quand même des moments de bonheur, puisqu'il y a le drame, puis il y a la reconstruction après, et ça repart, il faut rebondir, il faut y aller. Comme je dis, c'est l'élan d'amour, moi, que je retiendrai le plus dans cette catastrophe, il n'y a rien à faire. Le moindre petite attention qu'on a eue nous a énormément apporté. Il y a beaucoup de Flamands qui sont venus toquer à nos portes pour nous offrir des cadeaux de Noël, pour nous proposer leur aide, le sourire de la voisine. Et, comme je dis, au jour d'aujourd'hui, quand on se regarde, il y a quelque chose. On se souhaite vraiment le meilleur. On a traversé la même catastrophe, voilà, c'est ça. Aux enfants, aux petits-enfants, à tous les bénévoles, connus ou pas, qui sont vraiment venus nous prêter main forte, aux administrations qui ont mis plein de choses pour nous apporter de l'aide, qui était bien efficace. Un grand merci à tous. On ne peut dire que ça, mais on le pense très très sincèrement. All the time I live in my mind. All the time I live in a lie. I am a prisoner of my brain. I'm locked inside myself, but I want to go out, girl, let it go, let it go, go out, girl, let it go, let it go. Je ne m'attends de toi et mon cœur à la terre. Je mets mes yeux à mon cœur, mon sentir à mes tripes. Je peux flotter, couler, danser, et du face à l'infini, être libre de mes pensées. Oh oui, go.